Aujourd'hui, on met la table, on parle de cuisine et plus particulièrement de moule à beurre et d'étoiles à toast. Le moule à beurre est un objet qu'on prend pour former le beurre. On l'utilise beaucoup au 19e siècle, mais son origine remonte au 18e siècle. Cet outil, fabriqué soit en hêtre, en érable ou encore en pain, sert à former et à marquer le beurre. Souvent fait par un menuisier ou le fermier lui-même, on pouvait aussi à l'époque, vers la fin du 19e, le commander par catalogue au coût de 15 à 25 sous l'unité. Il était même possible d'y faire graver nos initiales. Le moule à beurre comporte une étampe souvent très décorative. Cette marque permet d'identifier le beurre à la ferme ou si ça pouvait servir de mesure. Donc, on savait quelle quantité on avait de beurre selon l'étampe qui était sur la livre de beurre. Les moules sont des pièces très originales, souvent agrémentées de sculptures d'animaux, dont ici un castor. On retrouvait souvent les animaux de la ferme, ici la vache, ici le coq, et quelquefois c'était plus simple avec que des motifs décoratifs ou même des feuilles. C'est important de dire qu'on retrouvait le moule à beurre dans sa forme ronde, mais aussi dans sa forme carrée et rectangulaire. Pourquoi? Parce qu'avec une forme plus carrée ou rectangulaire, le stockage du beurre se faisait plus facilement. On rentabilisait l'espace. Ici, on trouve aussi un motif décoratif, mais beaucoup plus simple. L'utilisation est très simple. Les fermières remplissent le moule à l'aide d'une palette à beurre. Et un coup formé, on extrait le beurre avec l'étampe, tout en y laissant une jolie marque. À l'époque, on aime beaucoup décorer nos tables pour les grandes occasions. Donc, avec l'étampe, on décore le beurre, mais certaines fermières n'avaient pas accès au moule à beurre, donc elles utilisaient ses propres ustensiles ou même souvent la palette à beurre pour ainsi former le beurre et lui donner une certaine apparence décorative. La fabrication du beurre, c'est une histoire de fermière et ses filles. À l'époque, le fermier travaille dans les champs, fait la traite des vaches 2 fois par jour et c'est la fermière qui s'occupe de transformer le lait en beurre. Donc, la fermière récupère le lait qu'elle filtre. Par la suite, elle baratte, elle presse et elle lave et elle moule le beurre. La fermière et ses filles ont fini de mouler le beurre et souvent, la quantité dépasse celle de la consommation sur la ferme. Donc, elles décident d'aller en vendre au marché ou même d'utiliser le beurre pour le troquer contre d'autres besoins essentiels. C'est important de dire que le moule à beurre avec l'étampe permet de mousser la vente. Ainsi, on a des étampes plus décoratives et la vente est donc plus facile. En 1870 arrivent les premières beurreries et là, c'est la disparition du beurre artisanal. En 1900, 60% de la production du beurre est faite dans les beurreries. À cause de l'industrie, les fermières et leurs filles perdent leur implication à la ferme. C'est pourquoi qu'en 1915, on crée le Cercle des fermières pour donner un deuxième souffle aux fermières. On leur demande de récupérer l'industrie du textile qui a été durement touchée avec l'arrivée des usines et des manufactures de textiles. Dans les années 1910, l'industrialisation et l'urbanisation provoquent un exode rural. Les agronomes Alphonse Desilets et Georges Bouchard veulent contrer ce phénomène et fonder une association rurale en s'inspirant du Cercle des fermières qui a vu le jour en Belgique en 1906.
Le ministère de l'Agriculture du Québec crée donc les premiers cercles de fermières en 1915 à Chicoutimi, Roberval, Champlain, Saint-Agapi et Plessisville. Leur objectif? Veiller à la transmission du patrimoine culturel et artisanal du Québec. Leur mission? Améliorer les conditions de vie des femmes et le bien-être de la communauté. À l'arrivée de la crise économique des années 30, pour survivre, il faut faire plus avec moins et les familles d'agriculteurs se fient sur le savoir-faire domestique des femmes. Les cercles jouent alors un rôle important dans les réseaux d'entraide rurales en fournissant du matériel et en encourageant la transmission des connaissances. Pour accroître l'autosuffisance, de nombreux membres vont filer et tisser. On remarque d'ailleurs à cette époque une augmentation notable du nombre de rouets et de métiers à tisser chez ces dernières. Au fil du temps, les cercles des fermières ont connu des hausses et des baisses de popularité. Et aujourd'hui, ils sont encore bien vivants avec 30 000 membres répartis dans 600 cercles. OCNI, objet connu non identifié. Même pour les antiquaires, il existe des objets qu'on ne sait pas à quoi ça sert. Par contre, dans notre Vox Pop, on vous présente des OCNI que nous, on connaît. Les connaissez-vous? C'est une cotte de maille médiévale au bout d'un petit outil avec une poignée. Utilisé par les maîtresses d'école pour domestiquer les jeunes enfants. Toc! Eh ben, ça, c'est pas ça qu'il y a dans le code Da Vinci, hein? J'ai l'impression que c'est pour enlever la poussière sur des... C'est pour frapper sur des tissus. C'est tout en métal. Hey boy, hein? C'est comme une pièce de cotte de maille avec une petite poignée. Ça pourrait peut-être servir à écraser des choses, genre une espèce de peigne qu'on pourrait utiliser pour aller frapper sur des fibres, peut-être les enligner d'une certaine façon, mais en même temps, si c'était ça, j'ai l'impression que les mailles seraient plus fortes que ça. Ou c'est peut-être pour masser. Ça sert de passoire à quelque chose. Peut-être qu'à l'époque, les gens, au lieu de se promener avec du poivre à gaz, là, pour les ours qui se défendent, ils se promènent ça, puis ça fait du bruit, ou les alarmes, là. On continue avec l'étoile à toast. C'est un outil bien simple qu'on utilise couramment vers la fin du 19e siècle, mais qu'on retrouve sur une longue période. Outil de fabrication industrielle, fait de fer tourné, très abordable à l'époque, qu'on retrouve dans beaucoup de maisons. On s'en sert pour faire griller notre pain. On le sait, à l'époque, on est très préoccupé par le problème de la faim. Et le pain est dans les 3 aliments qu'on consomme le plus. Donc, le faire griller est une des nombreuses façons de le manger. Et on utilise souvent cette façon. Ça permet de changer le goût du pain. Donc, si notre pain a un goût de moisi, ça cache le goût. Et ça rend le pain un peu sucré. Quand on le fait cuire, ça change l'amidon en glucides, donc le goût est un peu plus intéressant. On va faire un petit tour rapidement de l'objet. Comme on l'a dit, c'est bien simple. C'est fait en fer tourné avec une poignée de bois. Donc, pour l'utiliser, c'est simple. On y insère notre tranche de pain. Il y a différents modèles. On a un autre modèle ici qui avait une mécanique qui nous permettait de bien tenir notre tranche de pain. Donc, un coup, la tranche de pain bien insérée dans notre étoile à toast. On se dirige vers notre poêle à bois. Soit on retire le rond du poêle pour le faire cuire directement sur le feu, ou c'est possible aussi d'appliquer l'étoile à toast directement sur le poêle. Donc, on fait griller notre tranche de pain et on peut manœuvrer avec l'étoile à toast notre tranche de pain pour griller la toast à son goût. En plus de nous permettre de bien faire griller notre tranche de pain, l'étoile à toast nous permet d'avoir une petite marque
décorative lorsqu'on l'utilise. Il y a plusieurs types de motifs. On retrouve des motifs de croix et, bien sûr, pour une étoile à toast, on retrouve l'étoile. Donc, un peu de fantaisie lorsqu'on fait griller notre pain. La petite marque laisse une décoration. Un petit bonheur dans des choses bien simples. En 1909, General Electric met sur le marché le premier toaster populaire. Et pas plus tard que 15 ans après arrive sur le marché le premier grille-pain à minuterie et à tranche double. Plusieurs variétés et modèles découlent de l'arrivée du nichrome qui permet de faire des appareils très résistants à la chaleur. Mais bien sûr, pour utiliser ces appareils électriques, ça prend l'électricité. Et le réseau d'électricité au Québec a pris plus de 50 ans à s'établir. Donc, en campagne, dans les rangs, dans des secteurs isolés, on continue d'utiliser ces outils pour s'alimenter. Aujourd'hui, bien des gens vont encore préférer le goût du pain grillé sur le poêle à bois. Et c'est un outil ancien, mais encore aujourd'hui très utilisé. On peut l'amener en camping, se faire griller notre pain sur notre feu de joie. C'est pas un outil qu'on peut simplement collectionner, ça reste encore aujourd'hui un outil utilitaire. Malheureusement, là, je ne peux pas. Mais si je devais dire à quoi ça sert, je dirais c'est un genre de peigne à tapis poil long qu'on utilise en frappant comme ça, puis on peut orienter les fibres de notre tapis poil long. Mais je pense pas que ce soit ça. Mais j'espère. La première chose que je pense, ça me fait penser à quelque chose pour battre un tapis, la poussière d'un tapis. Ouais, quelque chose pour le textile, je crois. Pour frapper sur du textile, comme ça. Je vois vraiment aucune utilité à part pour fouetter quelque chose comme de la viande, peut-être, pour attendrir. C'est la première chose qui me vient en tête, c'est vraiment ça. Je sais pas c'est quoi le nom non plus. Il s'agit d'un récureur à casserole. À l'époque, pour nettoyer nos casseroles, nos poêlons, on utilisait cet outil au même titre que la laine d'acier. Cet outil était durable, on pouvait aussi s'en servir comme gratteux. On pouvait le commander chez un marchand ou dans le catalogue Sears dans les années 1900 au coût de 85 sous et pour quelques sous de plus, on pouvait y rajouter quelques mailles.